Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Ce dernier point de marché de la semaine, nous sommes le vendredi 13 octobre 2017. Alors bonjour à vous François Hoffman, j'espère que vous allez bien. Frédéric, que je salue également. Luc, bonjour à vous. Bruno, salut Valentin. GBP USD repart à la hausse. Eh bien écoutez, oui, bon, alors bonjour à vous Bruno. GBP USD c'est haussier, hein, comme indiqué hier. Alors hier dans la journée on a eu un petit... on a eu une belle impulsion baissière suite à la fin du cinquième round des négociations du Brexit, qui, comme vous savez, eh bien Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne, a indiqué que la facture du divorce était dans la négociation de la facture du divorce était dans une impasse. Donc il n'y avait aucune solution de trouver pour le moment et ce qui a fait replier la livre fortement en intraday. Mais voilà, le GBP-USD est toujours haussier. D'ailleurs, la résistance, le scénario qui a été indiqué hier, eh bien a été atteint. Donc voilà, c'est toujours haussier pour le moment le GBP-USD. Alors Frédéric, bonjour, Didier également que je salue. Luc qui me dit j'ai fait un loto. Eh bien écoutez, c'est parfait. Luc, merci pour cette information. J'espère que vous allez gagner. François, bonjour à vous. Emmanuel, que je salue également. Alors, comme vous avez pu le lire, on a eu des statistiques, pas mal de statistiques qui sont apparues cette nuit et ce matin un peu plus tôt. On a eu la balance commerciale chinoise qui s'est contractée cette nuit. On a une hausse des importations et une baisse des exportations sur un rythme annuel. L'inflation allemande, elle est restée inchangée à 1,8%. Et enfin, ce qui est à venir, ce que le marché va attendre avant la clôture hebdomadaire, c'est les statistiques américaines. On aura l'inflation, les ventes au détail, l'indice de confiance des consommateurs. Donc on aura quand même pas mal de statistiques qui vont tomber cet après-midi aux États-Unis et qui eh bien devraient raviver la spéculation sur DXY. Donc DXY, soit il clôturera réellement en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours parce que hier il l'a réintégré. Donc soit il cassera en dessous, soit il cassera au-dessus. Voilà. Donc, euh, donc grâce à ces annonces macroéconomiques, on va pouvoir peut-être, je l'espère en tout cas, avoir une tendance plus précise sur le dollar. Est-ce que c'est une hausse qu'on a, est-ce que c'est une consolidation ou est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse? Ah oui, vendredi 13, Luc, merci de le signaler. Merci de le signaler. C'est vrai que, voilà, comme Luc et d'autres auditeurs me l'ont précisé, FOMC, Draghi, rien ne bouge. C'est vrai que cette semaine, pour être honnête avec vous, j'ai rarement vu une semaine comme celle-ci, en dehors des périodes estivales comme Noël. Noël où c'est une période totalement creuse. C'est rare de voir une semaine aussi calme, surtout au mois d'octobre. Huawei, bonjour Valentin, un mot sur le SD Yen, merci, bonne journée, bien écoutez, bonjour Huawei, Franck, que je salue également, comment allez-vous? Bien écoutez Franck, je vais plutôt bien, merci, merci, je vais plutôt très bien, et vous, j'espère que vous allez bien également. Alors on commence tout de suite par l'avertissement gars sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors le résumé des séances américaines et asiatiques, on a eu un marché action qui s'est globalement contracté hier à Wall Street avec la palme pour le secteur technologique qui a affiché le plus fort repli, moins 0,18%. Le DXY qui a légèrement progressé, le rendement obligataire américain qui s'est contracté de 3 points de base. Cette nuit, pendant le sens asiatique, plutôt ce matin, pour voir que le yen, le gold, tout est dans le vert quasiment, le Nikkei progresse, le MSCI Asia Pacific, bref, on a une journée plutôt haussière et le Nikkei qui continue à être haussier alors qu'il a atteint ses plus hauts depuis 1996 mercredi. Voilà, donc il continue à être haussier. C'est un indice particulièrement haussier que voilà, pour être honnête avec vous, je ne me suis pas beaucoup intéressé pour des stratégies. Donc voilà, on va voir si on peut en tirer quelque chose au prix actuel, mais bon, on va voir ça ensemble. Donc le calendrier économique, comme vous avez pu le voir, on a une balance commerciale qui s'est contractée, donc elle est de 193 milliards de yuan en septembre, contre 286 le mois dernier. Et là, on a la balance commerciale chinoise en dollars sur un rythme annualisé qui est de 28,50 milliards de dollars, alors qu'elle était de 41,99 le mois précédent. Donc on a eu un fort repli de la balance commerciale chinoise.
dû, comme je l'ai dit, à une forte accélération des importations et une diminution des exportations. L'indice des prix à la consommation allemand, donc 1,8%, comme prévu, comme voilà, inchangé. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la place est aux États-Unis. Donc les États-Unis seront les peut-être le facteur qui va faire bouger le marché cette semaine, ou en tout cas du moins en fin de semaine. Donc on aura l'indice des prix à la consommation qui est attendu en hausse, 2,3%, donc en forte hausse. Je le rappelle, hein, c'est cet indicateur-là qui va être le plus suivi par le marché ces prochaines semaines, étant donné que toutes les inquiétudes concernant la Fed, le facteur qui pourrait contraindre la Fed de ne pas relever ses taux en décembre, c'est uniquement l'inflation. Parce que le taux de chômage il est extrêmement bas, la croissance elle est largement satisfaisante, c'est juste l'inflation qui depuis le début de l'été inquiète, divise les membres de la Fed. Donc voilà, cette inflation-là, ça va être l'annonce macroéconomique la plus regardée, donc pour aujourd'hui et pour le mois prochain, juste avant la hausse des taux de décembre. Voilà, donc cet indice-là, à mon avis, à 14h30, il devrait avoir de la réactivité sur les marchés. C'est fort probable. Ensuite, nous aurons les ventes au détail, dans le même temps que l'inflation, qui seront publiées et qui sont attendues en hausse à 1,7%. Et enfin, l'indice de confiance des consommateurs de la part de l'Université du Michigan, qui a attendu presque inchangé à 95 points contre 95,1 lors de la précédente publication. Voilà. Mais bon, globalement, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment cette inflation-là qui est attendue par le marché. Alors on fait un tour sur les paires majeures, on regarde rapidement ce graphique-là. Sur 5 jours, on peut voir le dollar, donc tous les devises sont haussières face au dollar, avec en première position le HBP, l'euro qui fléchit depuis ce matin, et le CAD qui continue d'augmenter, avec le yen. Voilà, donc en fait, toutes les devises majeures augmentent sauf le dollar, face au dollar, pardon. Alors DXY, comme on peut le voir, il a réintégré sa moyenne mobile à 50, il est entre sa moyenne mobile à 50 et 20, donc on est entre nul, enfin, on est dans un étau extrêmement serré, le RSI est à plat. Voilà, donc on n'a aucune direction sur DXY qu'on peut anticiper. Ça peut tout aussi bien remonter à 94 que baisser jusqu'à 91,50. Voilà, donc la clôture de ce soir sera importante. Sur le graphique hebdomadaire, qu'est-ce que nous aurons? Voilà, soit sur le graphique hebdomadaire, on va clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Dans ce cas-là, on sera plutôt neutre comme indiqué la précédente semaine. Tant que le cours est entre la moyenne mobile à 20 et 50 jours, on a plutôt une consolidation, une légère hausse, alors qu'une casse sur la moyenne mobile à 20 jours donnerait un autre signal haussier, direction les 95 points, alors qu'une cassure à la baisse annulerait la tendance haussière. Voilà, donc là pour le moment on est en dessous. Mais si le cours clôture au-dessus de 93, alors eh bien la semaine prochaine ça devrait être une consolidation que nous devrions avoir sur le DXY. Voilà, donc la clôture hebdomadaire sera particulièrement importante sur le DXY cette semaine, d'autant plus que si on va clôturer dans le rouge sur le DXY, c'est normalement quasiment sûr, à part si on a une inflation qui dépasse les estimations. Mais dans le cas contraire, on devrait avoir le DXY qui doit clôturer dans le rouge, ça voudrait dire qu'il va rompre avec ses 4 semaines consécutives de hausse. Alors l'USD-Yen c'est baissier comme indiqué hier. Moi je pense qu'il peut revenir à sa moyenne mobile à 20 jours. Le RSI il a clairement cédé sous cette oblique baissière. Il est en train de casser 50. Voilà. Pour moi c'est direction la moyenne mobile à 200 jours d'ici les prochaines séances. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar moi je reste neutre étant donné que voilà, le DXY on l'a vu c'est neutre donc l'euro je reste inchangé. Il est entre sa moyenne mobile à 20 et 50 jours. On peut voir qu'il est repassé sous son support. C'est pareil que le DXY, c'est le même topo. Concrètement, là, on devrait avoir une consolidation en intraday en attendant l'inflation. Et voilà, on a cours qui a rebondi sur cette moyenne mobile à 50 jours, 50 semaines, pardon. Et c'est toutes les indications que nous avons. À 200 semaines, pardon. Moyenne mobile à 200 semaines. Donc ça montre bien quand même qu'on a que cette moyenne mobile est très puissante. Comme on peut le voir ici, on avait des doji, ici on avait un rebond, une résistance. Alors où est-ce qu'on peut voir? Donc résistance ici. On a eu des petites excursions, bien évidemment. Il n'y a pas une stratégie qui est 100% gagnante. Vous voyez que là, le cours, il est passé au-dessus et finalement a clôturé en dessous. Bref, on a une moyenne mobile qui est assez importante. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, hein, je n'exclus pas
que on a fait le point bas sur l'euro dollar. C'est possible. Moi, j'aurais aimé que le cours vienne à 1,15. J'aurais aimé que le cours vienne à 1,15. Maintenant, s'il ne revient pas, écoutez, tant pis. Il faudra réagir en conséquence. Notre stratégie baissière a été annulée. On est sorti hier. Donc maintenant, on attend davantage de signaux. Soit on a une jambe de hausse, clairement une jambe de hausse. Le DXY clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 50 semaines. Et dans ce cas-là, c'est un signal baissier pour l'euro dollar. Et si l'euro dollar clôture, il y a une jambe de hausse ici, alors ça sera un signal haussier. Voilà, donc tout va dépendre du DXY. Voilà, tout simplement. L'euro dollar, donc en intraday, on a un support qui est cette moyenne mobile à 20 jours. Et on a une résistance qui est à, alors, laissez-moi regarder cela, 1,1860. L'USD CAD, alors l'USD CAD, pareil. Si vous regardez toutes les paires majeures, ils flirtent presque toutes avec leur moyenne mobile à 50 jours. Donc la moyenne mobile à 50 jours qui est en noir ici, fait office de support avec la moyenne mobile à 20 jours. Le RSI est à 50. Donc c'est pareil que le DXY. On peut soit avoir une cassure des deux moyennes mobiles, le RSI passe sous 50, c'est un signal baissier jusqu'à 1,23. Ou soit on a une impulsion, c'est un signal haussier jusqu'à 1,26. Ou si on n'a rien, eh bien c'est une consolidation, tout simplement. Donc voilà. Sur le graphique hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Graphique hebdomadaire, voilà, toujours cette moyenne mobile à 200 semaines, qui a fait support ici, résistance, alors même pas résistance ici. Voilà, on est sur la moyenne mobile. On est sur la moyenne mobile, donc ça va être important le signal qui va nous être donné ce soir. Le NZD USD, sur le point de vue hebdomadaire, on a un beau rebond après 2 semaines de baisse. Je le rappelle, on a des risques politiques, on a une montée du parti nationaliste en Nouvelle-Zélande après les élections législatives il y a maintenant 3 semaines, qui va jouer l'arbitre entre les travaillistes et les conservateurs, étant donné que c'est le troisième parti le plus important en termes de voix, étant donné que les deux premiers n'ont pas de majorité, eh bien une coalition avec le parti nationaliste offrirait une majorité à l'un des deux partis. Voilà, donc il me semble que le parti nationaliste ne s'est pas encore exprimé quel camp il va choisir comme coalition, mais pour former une coalition, pardon. Mais en tout cas, on a un risque qui devrait diminuer à terme. Et encore une fois, la RBNZ est proche d'un resserrement des taux. Donc, on a un potentiel baissier jusqu'à 0,70 tant que le cours est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Là, on a fait un pullback. Ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Dès qu'on a une cassure de la moyenne mobile à 20 jours, on a parfois un pullback. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre deux semaines. Regardez, cassure, pullback pile poil dessus, impulsion haussière. Ici donc support, la résistance, repli, et on repart. Ici c'est pareil, cassure, pullback. Voilà, donc on va pas tous les faire, mais concrètement, là c'est le dernier niveau de prix où on peut anticiper des stratégies baissières. C'est-à-dire que tant que le cours se situe en dessous de cette moyenne mobile, le potentiel est baissier jusqu'à 0,70. Maintenant, si on a une cassure et une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, il faudra oublier les 0,70. Le GBP, alors, la résistance à 1,3313 a été atteinte, qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours et la résistance technique. Le RSI a très bien rebondi sur ce support, il casse 50. Bon, écoutez, moi le GBP USD, je pense qu'il va plutôt être haussier dans les prochaines séances, la semaine prochaine. D'un point de vue weekly, on a un bon rebond sur cette moyenne mobile à 20 jours, on a un bon rebond du RSI sur 50. Donc voilà, je ne sais pas si on va avoir le même momentum qu'on a eu en fin du mois d'août, début de septembre. Mais en tout cas, on pourrait avoir un rebond jusqu'à au moins, enfin, je dirais jusqu'à 1,35 au maximum. Pour le moment, c'est 1,35 maximum, à part si les DXY se retracent fortement. Donc voilà pour les devises majeures. On termine juste par l'AUD-USD. L'AUD qui est soutenu par le cours de l'or. Comme vous savez, il y a une corrélation positive entre le dollar australien et le cours de l'or. Le cours de l'or
a frôlé les 1300 $. Il s'est apprécié donc, regardez, il s'est apprécié de près de 2,5% environ en l'espace de, de, de 6 jours, de 6 séances. Et comme vous pouvez voir, il flirte avec la résistance psychologique à 1300 $. On a un RSI qui casse 50. Moi, je pense que le gold peut revenir tester cette oblique baissière historique, donc qui est actuellement proche des 1310 et qui coïncide presque avec la moyenne mobile à 50 jours en noir ici. Donc pour moi, le cours de l'or la semaine prochaine pourrait atteindre 1310. Mais une cassure de 1300, une clôture au-dessus de 1300 renforcerait le signal. Parce qu'actuellement on est sous résistance, faut pas l'oublier. Donc bref, l'AUD il est soutenu par le gold, néanmoins il teste une résistance. Bon, moi je n'ai pas grand chose à dire sur le dollar australien. J'étais baissier depuis la fin du mois de septembre, direction les 0,77. Ça à 50 pips était atteint. Tant pis. On a pris des bénéfices en tout cas sur cette position. Je pense que la USD pourrait consolider parce qu'on a quand même deux devises qui peuvent s'apprécier dans les prochaines semaines. Du côté de l'Australie, on a quand même des chiffres de l'immobilier qui s'améliorent parce que pourquoi la RBA garde des taux bas, c'est parce qu'on a entre guillemets une bulle immobilière en Australie. On a des prêts immobiliers, beaucoup de prêts qui sont dits à risque, qui vont probablement pas être remboursés. Donc c'est pour ça qu'elle garde des taux bas. Maintenant, on a ces chiffres quand même qui s'améliorent un petit peu. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais la spéculation aux taux de la RBA pourrait revenir d'ici la fin de l'année. Et pour la Fed, eh bien c'est pareil, selon l'inflation qui sera publiée ce soir. Mais en tout cas, avant la clôture, soit grâce à l'inflation américaine, la UID repartira à la baisse, ou soit il clôturera au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. S'il clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, c'est un signal haussier jusqu'à 0,79. Sur les marchés actions, qui devrait se stabiliser encore pour finaliser la semaine. Le DAX qui reste sous ses plus hauts à 13 000 points, donc on a toujours un range trading entre 13 000 et 12 954. Pour ceux qui faisaient ça depuis en intraday depuis maintenant plusieurs séances, eh bien regardez 13 000 et 12 954, ce range de 50 pips, eh bien est largement profitable depuis presque 10 jours. Donc voilà, pour moi c'est la stratégie qu'il faut faire pour le moment, tant qu'on n'a pas de cassure à la baisse ou à la hausse de ces deux bandes. Le CAC, on a une respiration. Alors le CAC qui est sans dividende devant nous, on a une respiration du momentum comme on peut le voir ici, ce qui est sain pour la tendance. Et si on a un retour sur cette moyenne mobile à 20 jours, moi c'est cette moyenne mobile à 20 jours que je vise. Donc il y a 10 jours c'était 5300 que je vendais, enfin que j'annonçais, parce qu'il y a 10 jours la moyenne mobile à 20 jours était à 5003. Maintenant, elle est plus proche des 5330. Cette moyenne mobile à 20 jours, moi, m'indique les phases de respiration du CAC 40. Voilà, donc un passage sous cette moyenne mobile est parfois nécessaire pour que le cours reparte à la hausse. Donc moi, ce que j'attends, c'est dès que le CAC testera cette moyenne mobile, je commencerai à m'intéresser à repasser à l'achat. J'essaierai de chercher des signaux acheteurs, que ce soit des divergences en H4, etc., etc. L'Eurostoxx, consolidation pareil, le momentum qui respire. Et c'est pareil, la moyenne mobile à 20 jours qui est surveillée. Le Nikkei, voilà, le Nikkei, regardez ce nouveau plus haut annuel à 21 118, nouveau plus haut depuis 16 ans. Alors plus, pardon, 1996, ça fait 21 ans. Regardez, on va se mettre en hebdomadaire, même mensuel. Voilà où se situe le Nikkei. Donc il a cassé ce plus haut de 2015, il a cassé ce plus haut de 2000, et il revient sur les plus hauts de 1996. Donc concrètement, l'impulsion haussière, la très grosse résistance de moyen long terme, elle se situe à 22 531. Pour moi, il y a un potentiel haussier du Nikkei d'ici les prochaines semaines, prochains mois, plutôt genre par exemple 2-3 mois. L'horizon 2-3 mois, pour moi, le Nikkei peut venir chercher les 22 531 points. Dans un climat plutôt d'appétit pour le risque, on est en début octobre et je vous rappelle,
En début octobre, c'est le début de la hausse de l'appétit pour le risque qui dure généralement jusqu'à avril. Et en plus de cela, on a un yen qui plutôt se dégrade depuis quelques semaines et ce qui profite au Nikkei. Voilà, donc pour moi, le Nikkei, c'est direction 22 531 sur du moyen long terme. Le FTSE qui vient chercher un plus haut et qui vient chercher un plus haut, qui revient sur ses plus hauts historiques. Ah, pardon, hier, excusez-moi, il n'a pas clôturé au-dessus. On a un affaiblissement du momentum. On revient sur ce support à 7530. Bon, eh bien écoutez, on a peut-être le début d'un retracement de cette tendance, alors qu'hier on avait une belle impulsion. Comment peut-on surveiller ce retracement? Eh bien, on a la livre qui fera pression ou non sur le FTSE. Si le GBP est haussier, donc là il est haussier en intraday face au dollar, et il est haussier face à l'euro, donc ça devrait limiter la hausse du FTSE. Maintenant, il n'y a pas que la livre qu'il faut surveiller, il y a également le pétrole et les rendements obligataires américains. Le pétrole prend 1% ce matin, presque 1%. Et les rendements obligataires américains, ils sont inchangés, voilà, ils sont stables. Donc pour moi, le FTSE devrait être neutre en intraday. Neutre, peut-être légère baisse, mais voilà, on ne devrait pas avoir de grosses impulsions. Le Bitcoin, que je n'ai pas l'habitude de regarder avec vous dans ce webinaire, eh bien regardez le Bitcoin qui a marqué un nouveau plus haut historique. Vous l'avez sans doute vu hein, pour ceux qui sont sur Twitter, hein, beaucoup de gens en ont parlé hier. Donc nouveau plus haut, près de 6 000 $ ce matin, 5 875. Voilà, donc c'était un petit peu le plan qui avait été annoncé mercredi dans le webinaire spécial crypto-monnaie. C'est dès qu'on aura une cassure de 5 000, on aura un mouvement assez brusque jusqu'à 6 000 points et on l'a quasiment eu jusqu'au bout. Donc voilà, le Bitcoin qui marque un nouveau plus haut historique. C'est juste cela que je voulais vous partager avec vous et qui profite, alors globalement, entre guillemets, au monde des crypto-monnaies. Bien que maintenant, de plus en plus, la hausse du Bitcoin fait pression sur toutes les autres crypto-monnaies. De plus en plus. Après, bon, ça peut encore rechanger, mais c'est en tout cas quelque chose qui a été constaté hier. On a eu une forte hausse du Bitcoin et tous les cryptos étaient orientés à la baisse. Quasiment toutes. Et donc pour le pétrole, comme vous savez, il y aura le nombre de plateformes de forage actives aux États-Unis qui seront publiées à 19 h ce soir. Il est à 51 $. Le plan de trading est inchangé. Pour moi, il y aura une consolidation entre 52 et 49 $. 49, voilà, 49,50, le niveau de support, et 52 et 7 oblique, résistance. Voilà. Et entre les deux, eh bien, on a l'oscillation. Alors, je regarde les questions. Alors, la UDCHF, l'euro GBP, donc c'est fait. La UDCHF, alors la UDCHF, c'est parti. La UDCHF, bien écoutez, la UD qui profite du cours de l'or comme il l'a indiqué. Le CHF qui n'est pas acheté en période petit polo risque. Donc voilà, on a un CHF qui est vendu face à la UD. Pour moi, la UDCHF pourrait revenir à sa moyenne mobile à 50 jours, actuellement à 0,7672, et à moyen long terme, il peut clairement revenir à 0,78. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un point d'entrée très intéressant pour du long terme qu'on a actuellement. Un retour sur cette moyenne mobile à 200 jours serait beaucoup plus intéressant pour passer à l'achat sur du long terme. Voilà, mais à court terme, c'est aussi jusqu'à cette moyenne mobile à 50 jours. Bonjour, hier, y a-t-il eu un reportage sur le Bitcoin? Qu'en pensez-vous? Ah, il y a eu un reportage sur le Bitcoin. Alors, où est-ce qu'il y a eu un reportage, Nico? Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il y a eu un reportage? Sur quoi il avait, enfin, quel a été le reportage, hein, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, moi, le Bitcoin, ce que j'en pense, c'est, c'est un actif qui est, qui réagit qui est spéculé et qui est utilisé comme valeur entre guillemets refuge que lorsqu'il y a des problèmes de politique monétaire. Pas réellement quand il y a des risques géopolitiques, mais quand il y a des problèmes euh, liés à la monnaie dans un pays, comme le Venezuela, comme l'Inde ou comme la Chine, eh bien souvent la population, on, on a pu constater que se couvre sur les crypto-monnaies d'autres bitcoins lorsqu'il y a ce type de problème.
par exemple le Venezuela qui avait déprécié fortement déprécié ou apprécié, je me m'en souviens plus exactement, je ne suis pas du tout spécialiste. Bref, avait agi sur sa monnaie de façon radicale au début d'année, eh bien le Bitcoin a été acheté. On a eu l'Inde qui avait supprimé, qui avait renouvelé des billets du jour au lendemain en prévenant la population qui n'avait pas vraiment eu le temps de, euh, de s'y préparer, eh bien a acheté du Bitcoin. Et pareil pour la Chine, la dévaluation du yuan actuellement fait grimper le Bitcoin. France 2, mais vous avez bien répondu, merci beaucoup. Pour blanchir discrètement de l'argent sale, également Luc, hein, l'avantage et l'inconvénient des crypto-monnaies, c'est bon, on n'est pas dans un webinaire spécial crypto-monnaie, hein, mais je fais rapidement et comme vous le savez probablement, l'avantage et l'inconvénient des crypto-monnaies, c'est que c'est opaque et transparent. C'est-à-dire que ça ne peut pas être hacké, cette blockchain, la technologie ne peut, c'est quasiment impossible de la hacker euh, à part les nouvelles blockchains, mais celle du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est quasiment impossible parce qu'il faut contrôler au moins 50% du réseau. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on regroupe tous les serveurs, toutes les puissances de Google, des serveurs Google, eh bien ça représente que 3-4% de la puissance de calcul du réseau du Bitcoin. Donc ce n'est quasiment rien. Même si vous piratez, même si vous contrôlez tous les serveurs Google, vous ne pourrez pas contrôler la crypto-monnaie. Vous ne pourrez pas contrôler le Bitcoin. Donc voilà, le Bitcoin, c'est quelque chose de transparent dans le sens que tout le monde connaît les transactions de tout le monde, sauf que les transactions sont anonymes. Voilà, vous avez une clé qui est privée, une clé que personne connaît sauf vous. Une clé composée de chiffres et de lettres, et donc personne ne peut savoir à qui correspondent ces chiffres et ces lettres. Sauf que tout le monde sait que ce code a envoyé par exemple 20 bitcoins à un autre code, etc., etc. Gilles, blockchain pas être hacké, mais les ordinateurs peuvent être hackés. Oui, alors c'est ça, Gilles. Les ordinateurs peuvent être hackés, mais pour contrôler la blockchain, il faut hacker au moins 50% la puissance de calcul, donc des ordinateurs qui sont connectés. Par exemple, s'il y a 1 million de mégabits qui sont connectés au mégabits secondes qui sont connectés à la crypto-monnaie, à la blockchain, il faudra au moins 500 000 mégabits contrôlés. Voilà. Donc voilà, il y a ces avantages et ces inconvénients. De toute façon, il n'y a aucun produit selon moi qui est parfait. Euh, Ça répond peut-être à des demandes, ces crypto-monnaies. Ça a des avantages, certes. En tout cas, hier, le fait, c'est qu'il a marqué un nouveau plus haut. Voilà. L'euro s'achève en intraday. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Frédéric, l'euro s'achève, il oscille entre autour des 1,15. Voilà, moi, c'est un article que j'avais rédigé il y a maintenant de là 1 ou 2 semaines. L'euro s'achève. Moi, ce que je m'attends, c'est une consolidation sur le trading autour de 1,15. En intraday, on voit qu'il y a une tendance baissière. Et pour moi, bien, l'euro, il peut revenir à 1,15. Peut-être pas en intraday, mais il peut en tout cas fortement s'y approcher. Il peut s'approcher peut-être à 1,15-15. Voilà. Mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera probablement la semaine prochaine que l'euro s'achève atteindra les 1,15. Voilà. Donc difficile de vous dire en intraday combien jusqu'à où l'euro s'achève va arriver, mais étant donné qu'on a un pivot entre guillemets ici, c'est proche d'un moyenne mobile à 20 jours, c'est proche d'un moyenne mobile à 50 jours, c'est également un seuil psychologique, donc on a un fort niveau ici. Autour d'un 15, c'est un fort niveau. Ça agit un petit peu comme un aimant entre guillemets. Donc donc voilà. Donc on n'a pas de cassure au-dessus ou en dessous de ce range. Eh bien dès qu'on est en haut, la stratégie c'est de vendre, direction 1,15, et dès qu'on est en bas, eh bien la stratégie c'est d'acheter, direction 1,15. Les États peuvent-ils réguler le Bitcoin? Alors oui et non. Oui, ils peuvent réguler alors ça dépend ce que vous entendez par réguler. Ils peuvent l'autoriser, la contrôler, ils ne peuvent pas. Sinon, ça perdrait tout l'avantage de la crypto-monnaie. Ça servirait à rien de contrôler qu'une banque centrale contrôle le Bitcoin. Enfin, ça servirait à rien pour un investisseur. Il n'y aurait aucune valeur ajoutée. Parce que l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il est totalement, il est décentralisé. Il n'a aucune autorité. Et fiscalement, je n'en ai aucune idée, Luc. Voilà.
Fiscalement, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que si vous le tradez chez IG, c'est sous forme de CFD, donc c'est comme si vous tradiez du DAX, de l'Eurostoxx, du gold, du pétrole, voilà. C'est pareil. Après, si vous le faites via des plateformes d'échange, ça, je ne connais pas la fiscalité là-dessus. Et le GBP USD, alors François, alors le GBP USD, comme je vous l'ai dit, là on arrive sur un niveau de résistance important. Je pense qu'en intraday, on ne devrait pas dépasser ce niveau, à part si on a une inflation qui est décevante aux États-Unis. Dans ce cas-là, toutes les paires majeures, concrètement, seront soutenues. Et donc le GBP USD clôturera au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Et si tel est le cas, la semaine dernière, on aura probablement une poursuite de la hausse jusqu'à 1,34, voire même 1,35. Voilà, donc tout va dépendre aujourd'hui, pour résumer, de l'inflation américaine. Soit l'inflation est décevante. Dans ce cas, toutes les paires majeures vont en profiter. L'euro-dollar va progresser vers 1,19, le GBP va progresser vers 1,34, l'AUD va progresser vers 1,78, etc., etc. Et si on a une inflation qui correspond aux anticipations, voire même est meilleure, dans ce cas-là, quasiment toutes les paires majeures seront, toutes les devises majeures seront vendues. Donc le GBP devrait clôturer en dessous de sa moyenne mobile. L'euro-dollar devrait rester sous 1,1850, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le résumé globalement de ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui sur le marché. Alors Frédéric qui me dit j'ai des problèmes de son, le son est taché avec des micro-coupures. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous pouvez me confirmer que le son fonctionne correctement ou si c'est un problème qui vient de ma part? Nickel, me dit François. Alors, je ne sais pas si c'est pour le son ou pour l'analyse. Tout est bon, son 100%, voilà. Donc Frédéric, je pense que le problème de son vient de chez vous. Vérifiez peut-être les haut-parleurs ou je ne sais pas, mais en tout cas ça devrait parfaitement fonctionner. Voilà, bah écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Comme je l'ai dit, c'est une semaine assez calme, comme vous avez pu le constater. Il n'y a pas eu beaucoup de scénarios qui a été indiqué. Je préfère ne rien dire plutôt que dire des bêtises, même si ça peut arriver que ça arrive, hein, ça arrivait cette semaine et ça arrivera encore des stratégies perdantes. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de stratégies cette semaine. Je m'en excuse, mais en même temps le marché était plutôt calme. Voilà. Donc on en aura beaucoup plus, à mon avis, la semaine prochaine, suite à cette inflation américaine. Vous connaissez le topo sur l'inflation. Ça va créer de la volatilité cet après-midi. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain point de marché. Ah, Gaëtan qui me demande, pouvez-vous répéter votre prévision pour l'IPC? Bien, écoutez, la prévision, l'anticipation est en hausse. Donc, le mois dernier, l'inflation américaine, l'IPC était à 1,9%. Il est attendu à 2,3, ce qui serait extrêmement bénéfique pour le dollar. Donc si l'inflation, l'IPC est à 2,3 ou au-dessus, ça sera fortement haussier pour le dollar. Et toutes les paires majeures se replieront. À l'inverse, si on a une inflation qui est autour des 2%, voilà, 2%, 1,9%, enfin en dessous de 1,9% ou égal à 1,9%, pardon, on devrait avoir une déception un petit peu du marché et le cours devrait consolider ou se replier. Voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention, excellente semaine, excellent week-end et à lundi pour le prochain webinaire.